Bonjour Eric Benel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eric, tu es le porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle journée de mobilisation partout en France dans les secteurs des transports, de la santé, de l'éducation. On va y revenir évidemment, mais d'abord un mot quand même sur la situation de cette usine à Béthune. L'entreprise Bridgestone a annoncé hier vouloir fermer son site de Béthune d'ici le second semestre de 2021. Près de 1000 emplois sont concernés. Une décision brutale que dénonce en chœur Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France, et les membres du gouvernement. Ils ont raison, Bertrand et Macron, de monter au créneau. Vous dénoncez comme Ruffin ce matin leur pleurnicherie, puisqu'ils sont responsables, dit-il, des délocalisations et des importations de pneumatiques à bas coût depuis l'Asie. Bien entendu que le gouvernement, les régions, et notamment Xavier Bertrand, tous ces gens-là sont responsables pour partie de la situation dans laquelle l'industrie se trouve, parce que on parle depuis hier de Bridgestone et nos camarades de Sud Chimie qui sont bien implantés de cette entreprise ont pris un réel coup de massue sur la tête hier avec la projection de la fermeture de l'usine au premier semestre de 2021. Ils sont d'ailleurs déjà dans la bagarre pour essayer d'éviter cette fermeture. On a cette usine, mais c'est une usine parmi beaucoup d'autres, parce que on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises sur le pays qui sont en train de fermer de manière directe ou indirecte. C'est-à-dire, quand je dis direct ou indirect, c'est soit parce que c'est des entreprises qui produisent directement, soit aussi souvent parce que c'est des entreprises sous-traitantes, soit de l'automobile, soit de l'aéronautique. On voit bien que toute la question des transports, avions, trains, je pense à Bombardier par exemple, qui est dans des situations compliquées. Je pense à General Electric aussi, qui font des turbines, qui travaillent aussi pour le secteur de la production. Tout le secteur industriel est directement et complètement impacté par la situation de crise dans laquelle nous sommes. Sauf que rien n'a été mis en place pour réfléchir les choses avant la catastrophe. Et c'est toujours au moment que la catastrophe arrive qu'on entend tout le monde pleurnicher. Alors qu'il suffit d'aller dans ces entreprises, les salariés de ces entreprises avaient déjà des craintes, savaient déjà qu'il fallait faire évoluer les outils, savaient qu'il fallait réfléchir et se projeter vers l'avant et vers l'après. Et ça n'a jamais été fait, parce qu'on préfère donner des cadeaux aux patrons et aux capitalistes, comme c'est le cas avec le soi-disant plan de relance du gouvernement. Tu l'as dit, ils sont pour partie responsables, Xavier Bertrand, Emmanuel Macron et d'autres sans doute, de la situation. Ça veut dire que, si je t'écoute, le politique peut être plus fort que l'économique ou le financier ? Alors, je sais pas si l'État peut quelque chose. L'État peut sans doute des choses, et puis nous aussi, en tant que mouvement salarié, le mouvement social peut des choses. On a trop laissé les choses filer, trop laissé les choses aux mains des politiques. C'est sans doute au mouvement syndical, au mouvement social, de prendre un petit peu la main. Ce qu'on essaye de faire, nous, avec d'autres, je pense notamment à ce qu'on a fait au moment du confinement avec Attac, Greenpeace, la CGT, etc. Voilà, nous on a des propositions, nous on pense qu'il faut faire évoluer les choses. Mais sur la situation de cette entreprise en particulier, que peuvent les salariés ? Parce que c'est pas nouveau, mais quand même ça frappe. Une seule personne, le patron en l'occurrence, décide du sort de milliers de salariés et de familles du coup. Les salariés et puis aussi la ville de Béthune, parce que évidemment quand il y a une entreprise comme celle-ci qui menace d'être fermée, ça a des conséquences indirectes et directes pour tout le tissu autour de cette usine, les familles, les commerçants, tout le secteur de Béthune, qui est quand même un secteur qui est déjà aussi durablement touché par les crises qui se succèdent. Donc il faut... Les salariés de cette entreprise avaient commencé déjà à réfléchir, les organisations qui sont dans cette entreprise avaient déjà commencé à réfléchir, parce qu'on sait bien que sur les pneumatiques, il y a des évolutions. On sait bien qu'il y a une concurrence effrénée avec d'autres pays dans lesquels la main-d'œuvre est moins chère. Donc il y a des possibilités d'agir, il y a des possibilités d'imaginer d'autres pistes que celle qui a été retenue par le patron de Bridgestone, qui cherche juste à maximiser ses profits comme d'habitude. On peut imaginer une volonté des salariés de reprendre l'entreprise ? Je ne sais pas à ce stade s'ils pourront l'envisager, et si
ça peut être tenté. C'est le cas dans un certain nombre d'endroits, ça a déjà été fait. Je pense par exemple à la longue bataille qui a été faite par la Scopti à côté de Marseille ou d'autres. Je pense aussi à ce que nous, on peut porter. On est à l'initiative d'une coopérative de production de masques qui est en cours de s'installer en Bretagne, à côté de Saint-Brieuc. Une usine de masques qui avait été fermée il y a quelques années pour les mêmes raisons de profitabilité pour celles et ceux qui avaient les capitaux de cette entreprise. Et nous, on relance un projet, on va installer une coopérative, c'est bien lancé, il y a des souscriptions en cours, beaucoup de gens qui souscrivent, il y a des soutiens syndicaux, associatifs, voire même de certaines collectivités territoriales, et on va pouvoir recréer de l'emploi et produire des masques dont on a cruellement besoin, et donc on continue à réclamer la gratuité pour tout le monde. Alors je l'ai dit, aujourd'hui c'est une journée de mobilisation. C'est quoi le mot d'ordre exact? Non aux suppressions d'emplois, oui aux augmentations de salaire? Il y a beaucoup de mots d'ordre, parce qu'on est dans une situation dans laquelle il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a bien entendu ce qui s'est passé avec le Ségur de la santé. On ne peut pas avoir prétendu que les salariés de la santé devaient être mieux traités et se contenter de ce qui s'est passé à la fin du Ségur. On est loin du compte en termes d'emploi, en termes de conditions de travail, en termes de salaire, en termes de perspectives pour notre système hospitalier qui continue à être à bout de souffle. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. On ne peut pas avoir dit pendant tout le confinement « Ah, les premiers de corvée, il faut leur augmenter les salaires et être dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui ». Il ne s'est rien passé pour eux, il n'y a eu aucun changement sur leur feuille de paye. Et même, on a complètement, ils sont redevenus invisibles. Donc nous, cette journée, elle est là aussi pour les rendre de nouveau visibles. Il y a la question des services publics en général. Il y a la question du plan de relance qui est absolument pas à la hauteur. Nous, on a un plan de sortie de crise qu'on a construit avec d'autres qui a des réelles propositions. On ne peut pas non plus rester dans le flou total sur la réforme des retraites que nous avons combattu pendant plusieurs mois. Le combat s'est arrêté au moment du confinement. Et là, aujourd'hui, on nous balade. On ne sait pas si ça va revenir par petits bouts, par grands bouts, etc. On veut un message clair, retrait complet de ce système de retraite à points. Et on revoit les choses sur la question de la retraite. Et dernier point, parce que c'est aussi important, c'est la question de l'assurance chômage. J'allais y venir justement. Aujourd'hui, 700 000 personnes jeunes sur le carreau cette année. On annonce près d'1 million de personnes au chômage dans les prochains mois. Il faut de nouvelles règles sur le chômage, maintien de chômage partiel pour ceux dont les entreprises ferment. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les propositions là maintenant? Si au moins la négociation n'a pas lieu sur l'assurance chômage, qu'est-ce qu'on fait? On interdit les licenciements? Il faut déjà interdire les licenciements parce qu'on ne peut pas avoir cette manière de traiter la situation. On voit bien qu'il y a encore d'énormes profits qui sont faits. Je pense que comme tout le monde, vous avez entendu parler des profits qu'a fait Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Rien qu'avec les profits qu'il a fait depuis le début du confinement, il pourrait verser à l'ensemble de ses salariés plus de 100 000 euros. Voilà, donc on peut pas avoir un système aussi absurde que celui-là qui renforce les inégalités. Donc il faut avoir un vrai partage du travail. Et le partage du travail, ça passe par une réduction du temps de travail et par aussi, pour toutes celles et tous ceux qui ne pourront pas en avoir dans l'instant, avoir une assurance chômage qui leur permette de vivre dignement et pas d'être dans les situations de précarité dans lesquelles ils sont. Interdiction des licenciements. Quand on voit les petites entreprises, les TPE, les PME, dont le petit patron n'est pas en capacité d'assurer un chômage partiel ou n'est pas en capacité d'assurer un salaire ou de continuer son activité, on fait quoi avec ces entreprises? C'est l'objet du plan de relance justement, c'est d'aider ces entreprises à tenir... Pour que les petites TPE, PME puissent travailler, il faut que les gens aient les moyens de venir dans ces entreprises pour acheter à manger, pour pouvoir manger correctement, pouvoir se vêtir correctement. Donc ça passe tout simplement par l'augmentation des salaires aussi. Moins il y aura de gens précaires, moins il y aura de précarité dans ce pays, plus il y aura des salaires à la hauteur et plus il y aura une meilleure répartition des richesses, plus tout le monde pourra vivre correctement, y compris ce que vous appelez les petits patrons. Le front syndical part aujourd'hui en ordre dispersé, CGT, FSU Solidaire, organisation de jeunesse, vous serez ensemble cet après-midi dans la rue, FO se mobilisera peut-être plus tard, la CFDT fait elle aussi bande à part. Vous comprenez, au-delà du Covid et de la peur qu'elle suscite, que cette désunion soit démobilisatrice dans cette période? Nous ne sommes pas unis sur cette journée, mais nous ne sommes pas divisés. Nous continuons à échanger très régulièrement, notamment avec Force ouvrière et la CGC.
sur la question de la réforme des retraites. On continue à avoir un front majoritaire et uni sur ces questions. On continue à travailler aussi avec d'autres organisations, pas seulement le front syndical, le front associatif, les associations contre la précarité, pour le logement, les associations pour le climat. Donc on a des fronts qui se construisent, mais le mouvement syndical doit être en effet à la hauteur. Et je pense qu'on pense à Solidaire, que comme en 2008 au moment de la crise, où nous avions réussi à nous unir de manière complète et à porter ensemble des propositions, et notamment une proposition forte qui était que les salariés ne devaient pas être ceux qui allaient payer les conséquences de la crise, au jour d'aujourd'hui, il y a besoin aussi, par rapport à la crise économique qui vient, on parlait au tout début de notre entretien de Bridgestone, mais on peut multiplier le nombre d'entreprises qui sont concernées par des plans sociaux. Face à cette situation, on doit être capable de construire un front uni et de porter des revendications qui soient à la hauteur de la situation. C'est quoi la suite? C'est quoi le calendrier pour Solidaire? Le calendrier, c'est par exemple les 25 et 26 septembre sur les questions d'environnement. Le 26, par exemple, nous serons à Rouen, un an après la catastrophe de Lubrizol, parce qu'on ne l'oublie pas. Ce qui s'est passé il y a un an, on n'oublie pas non plus, par exemple, ce qui s'est passé à Beyrouth il y a quelques semaines. Ces questions sont des questions extrêmement importantes, parce que des sites comme celui de Lubrizol, il y en a partout en France et sur l'ensemble de la planète, et on doit réfléchir par rapport à ça. Aussi, un point très important, c'est bien dans quelques jours le départ des marches des sans-papiers qui vont arriver à Paris le 17 octobre. Pour nous, c'est un point extrêmement important. On peut pas opposer de la manière dont c'est fait, et comme c'est fait d'ailleurs par ce gouvernement et par beaucoup, celles et ceux qui arrivent dans notre pays, celles et ceux qui travaillent et essayent de travailler dans ce pays, et essayer de les diviser, de les séparer. Les sans-papiers doivent être régularisés et doivent trouver leur place. D'ailleurs, beaucoup étaient parmi les invisibles qu'on a salués et applaudis au moment du confinement. J'ai une dernière question, Eric. Tu as beaucoup fait référence tout au long de cet entretien. Vous avez lancé avec Sud Solidaire et plusieurs autres organisations, des ONG, des syndicats, des associations, la CGT, Attac, Greenpeace, Oxfam, une pétition qui s'appelle Plus jamais ça. C'était une alliance assez inédite avec 34 mesures pour sortir de la crise. Est-ce que c'est une manière de dire que pour gagner la bataille, vous devez travailler ensemble? Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut dépasser, voire déborder les organisations, les syndicats, les partis, les associations et faire force commune? Il faut faire force commune. Au tout début, Solidaire a un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Dans nos statuts, nous avons mis que notre organisation n'était pas une fin en soi. C'est pas notre organisation l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est ce que nous portons et ce que nous voulons porter. Et par rapport à cette situation dans laquelle nous sommes, avec une crise à la fois démocratique, écologique, sociale et économique, il faut apporter des réponses globales et travailler avec d'autres, comme on l'a toujours fait. C'est un des marqueurs importants de Solidaire depuis le début, d'être un acteur dans le mouvement social et d'essayer à chaque fois de porter des sujets avec d'autres, y compris parfois avec des partis politiques lorsque c'est nécessaire. Dans la situation de crise dans laquelle nous sommes, on ne peut pas se contenter de se regarder le nombril et de se dire on est premier, on est dernier, on est tout petit, on peut rien faire, etc. Il faut prendre notre part et essayer, comme on a essayé de le construire avec toutes les associations que tu as citées, on a un cadre revendicatif, il n'est pas suffisant, il faut encore aller plus loin. Il faut le mettre en débat avec tout le monde, notamment par exemple avec les salariés de Bridgestone ou d'autres qui sont concernés aujourd'hui directement par cette crise sociale et économique, et essayer de construire un monde un peu plus juste en termes de répartition des richesses, en termes de disparition des inégalités, parce que ce monde est de plus en plus inégalitaire et de plus en plus révolté. Regardons ce qui se passe au Liban, ce qui se passe au Chili, ce qui se passe à Hong Kong, ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes qui continuent à manifester. On était avec eux samedi dernier. Voilà, on a une urgence, et face à cette urgence, on n'aura jamais trop d'unité. Je l'ai dit, il y a 34 mesures qui sont sorties de cette réunion de l'ensemble des organisations. Vous comptez sur qui pour les mettre en place, ces 34 mesures? On imagine mal que vous comptiez sur le gouvernement pour les mettre en place. On compte sur la mobilisation sociale. On sait que sans rapport de force, on n'obtiendra rien. On est face à un système capitaliste qui est à bout de souffle. Il est à bout de souffle et la seule réponse qu'il a, c'est l'autoritarisme. Hier soir, il y avait un meeting contre la répression dans les entreprises. Il y a de la répression à la SNCF, à la RATP,
là où les gens se sont mobilisés dans l'éducation nationale, à la Poste, au Pôle emploi, à l'inspection du travail. Enfin, il y a une répression extrêmement forte partout parce que ce système sent bien qu'il est de plus en plus contesté et il essaye pour riposter à cette contestation sociale de construire un autoritarisme qui va parfois très loin. Regardons les régimes de Trump ou de Bolsonaro. Et donc face à ça, il y a une responsabilité, c'est de construire la lutte pour pouvoir porter ces revendications. Il n'y a rien à attendre d'aller. D'ailleurs, le plan de relance n'a repris aucune des mesures de notre plan de sortie de crise, alors que nous les avions remis à Castex lorsqu'il a été nommé Premier ministre. On n'avait pas d'illusion. Le plan de M. Castex a confirmé que nous avions raison. Et donc le 17, aujourd'hui, c'est un premier pas pour construire un mouvement d'ensemble, mais qui puisse réunir toutes ces composantes du mouvement social. Merci à toi, Eric. Merci aussi.